Bonjour à toutes et tous. Merci, Monsieur le Président, de ces propos d'accueil. Yvan, effectivement, me complétera ou affirmera ou infirmera ce que je dis. Mais voilà, vous savez qu'effectivement, la région Île-de-France et son ARS sont particulièrement impliqués dans... j'allais dire dans, bien entendu, les risques psychosociaux de l'ensemble de nos professionnels, mais j'allais dire globalement dans l'accompagnement de nos professionnels de santé. Vous savez nous vivons actuellement des moments, un peu perturbés au niveau de nos professionnels. J'étais ce matin même avec la ministre qui faisait le premier comité de pilotage du pacte de refondation des urgences, où était présent le collectif Interurgence. Et on voit bien quand même que la dimension humaine, qui a peut-être manqué ces dernières années dans la manière d'appréhender l'organisation de notre système de santé, y compris dans les différentes décisions, revient en premier plan, puisque, mais ça vous le savez tous et tous, il n'y a pas de système de santé sans professionnels de santé. Et si en plus ils sont en bonne santé, c'est encore mieux. Et donc je pense que c'est ce qui doit dorénavant guider nos réflexions, y compris les réflexions financières. Je crois que je ne sais pas si je l'avais déjà dit l'année dernière lors du précédent colloque, mais quand on examine soi-disant un plan de retour à l'équilibre ou un dossier devant le comité de la performance et de la modernisation des établissements de santé, le premier, à mon avis, sujet à voir, c'est l'aspect ressources humaines, professionnels de santé, puisque nous avons coutume de dire que investir dans nos professionnels de santé, ce n'est pas une dépense, mais au contraire, ça rapporte énormément. Et je pense qu'il faut qu'on change le paradigme. Alors, nous ne sommes pas non plus à une injonction paradoxale, hein, mais en tout état de cause, investir dans nos ressources humaines, c'est un véritable investissement. Voilà. Et ça, je pense que c'est le message que nous portons dorénavant. Nous avons engagé un plan régional sur les ressources humaines en Île-de-France, que nous partageons et que nous portons conjointement avec la région Île-de-France, avec un premier constat, hein, c'est que contrairement aux idées reçues, nous perdons chaque jour des professionnels de santé. Et quand je dis des professionnels de santé, ce n'est pas uniquement des docteurs, c'est également l'ensemble des personnels soignants. Notre premier CHU d'Europe, qui est la PHP, actuellement a pratiquement 800 postes d'infirmiers vacants. Tout autant de manipulateurs radio, ce qui conduit d'ailleurs à ce qu'un quart du parc des scanners et des IRM de la PHP ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de bras pour les faire tourner. Idem pour les lits. Vous avez entendu souvent qu'il faut arrêter de fermer des lits, etc. Mais le problème, c'est que à la PHP, vous avez 1000 lits de fermés, non pas parce qu'on veut qu'ils soient fermés, parce qu'il n'y a pas les ressources humaines pour les faire fonctionner. Et on voit bien que, alors c'est peut-être spécifique à notre région, hein, compte tenu des conditions de vie, le coût de la vie qui est effectivement plus cher dans notre région que dans les autres régions provinciales, il n'en reste pas moins qu'on doit veiller aux conditions de travail, à l'exercice de nos professionnels. Et cette bataille que nous menons avec la région sur l'attractivité de nos métiers en santé, on doit la mener tous les jours. Sinon, peut-être que nous y sommes déjà d'ailleurs, mais nous allons droit dans le mur, parce que nous ne pourrons pas faire fonctionner et nous ne pourrons pas répondre aux besoins de la population qui, dans notre région, ne cesse de grandir. Nous faisions un séminaire il y a quelques jours, il y a 2 jours exactement, avec l'ensemble des acteurs sur les tensions hospitalières. Le représentant de la Fédération hospitalière de France, d'Île-de-France, nous faisait remarquer que la région Île-de-France va prendre 700 000 habitants dans les 10 ans qui viennent. Et bien entendu, les 700 000 habitants, alors j'espère que dedans il y a des professionnels de santé, mais il y a aussi des malades. Voilà. Et nous sommes une région où nous devons nous préparer à devoir encore prendre plus de malades que nous n'en prenons aujourd'hui. Et déjà, nous sommes sous tension et notre système est sous tension. Nous avons perdu, vous le savez, 2000 médecins généralistes en 10 ans. Certes, il y en a encore 7500, mais il y en avait 9500. Et quand vous rapportez ça aux 12 millions d'habitants, vous avez le premier désert médical français parce que vous ne pouvez pas trouver de médecin traitant aujourd'hui quand vous venez vous installer en région Île-de-France. Et je passe sur, alors c'est favorable à toutes les autres régions, mais un grand nombre de nos professionnels quittent la région Île-de-France
car les conditions de vie et les conditions de travail ne sont pas bonnes. C'est la raison pour laquelle je pense que toutes les actions que nous menons, y compris pour accompagner nos professionnels en souffrance, et donc c'est la raison aussi qui a fait que nous finançons la plateforme, c'est extrêmement important. Sinon, nos établissements, nos professionnels libéraux font cours à la catastrophe, puisque quand vous avez un endroit à un moment donné où ça va mal pour certains, généralement ça se reporte en termes de charge de travail sur les autres, et les autres commencent aussi à être malades, entre guillemets, et donc n'ont qu'une envie, c'est de quitter leur lieu d'exercice. Ça veut dire que c'est tout un ensemble d'actions, parce qu'il n'y a pas la recette miracle, sinon je ne serais pas là. Il n'y a pas d'action en miracle en tant que même. En revanche, tout un tas de petites actions qui de temps en temps peuvent paraître anodines, contribuent de notre point de vue à améliorer les conditions de travail. Nous présentions donc ce matin à la ministre l'opération Zéro Brancard que nous menons dans l'ensemble des 52 services d'urgence de la région Île-de-France, qui consiste à la fois à faire en sorte qu'aucun malade ne continue à regarder le plafond de l'ensemble de nos hôpitaux, plafonds qui généralement ne sont pas tellement merveilleux à regarder, et surtout, je pense, faire en sorte que les personnels qui sont dans ces services, et ce qui remonte du mouvement de crise actuel, aient enfin le sentiment de bien faire leur métier. Ce qui ressort, au-delà des questions de rémunération, etc., c'est que nos personnels ont le sentiment de ne plus faire leur métier comme ils devraient le faire. Et ça, je pense que c'est dramatique pour un professionnel de santé, de se sentir vulnérable et de ne plus être à la hauteur de répondre aux besoins, tellement les conditions de travail, l'afflux, etc., fait qu'ils ne peuvent plus prendre en charge correctement les malades. C'est vraiment le ressenti de nos professionnels, et c'est la raison pour laquelle cette option Zéro Brancard, on l'a fait avec les professionnels. Il n'y aura pas un contrat qui sera le même partout dans les services, partout dans les établissements, parce que chaque cas est différent, chaque organisation est différente, et le ressenti des professionnels, il doit être pris en compte. Et autrement dit, si c'est l'ouverture de telle ou telle unité, si c'est l'amélioration, je dis n'importe quoi, du couloir, si le fait de recruter quelqu'un pour organiser la meilleure fluidité des lits, etc., il faut répondre à ça si ça vient de la base. Et je pense que c'est peut-être le défaut que nous avons dans nos administrations, de croire qu'il y a un modèle tout fait, qu'on va l'appliquer soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur l'ensemble d'une région. Vous imaginez bien que dans toutes les régions, y compris en région Île-de-France, il est hors de question de croire qu'on va pouvoir régler le problème de la même manière à la Riboisière, à l'hôpital du Centre francilien ou à l'hôpital local d'Oudan. Parce que c'est absolument pas la même organisation, même si, in fine, c'est quand même bien les mêmes besoins de la population qu'il faut satisfaire. Donc nous finançons tout un tas d'activités en ce sens-là, beaucoup de clusters sur le secteur médico-social, puisqu'on le dit aussi, mais nous souffrons énormément d'un manque de personnel dans nos EHPAD et nos services pour personnes en situation de handicap. De la même manière, un turnover, ça c'est peut-être propre à la région, qui est extrêmement fort, puisque de toute façon, vu le volume, on a un départ. Et puis ce matin, Jean-Yves Gras, le DG de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, disait que nos aides-soignants, dorénavant, préfèrent aller travailler au Lidl du coin plutôt que de rester dans l'EHPAD où elles travaillent. Ça en dit long sur le ressenti quand même de la profession. Donc je crois vraiment qu'on doit investir là-dessus, et tout ce que fait l'association SPS contribue de toute façon à ça, à moins que les professionnels aient une écoute, une réponse. Et vous savez, l'année dernière, j'avais annoncé que nous envisagions, comme en Bourgogne-Franche-Comté et dans d'autres régions, d'avoir un établissement spécialisé pour nos professionnels. Cette idée avance. Je ne vois pas mes équipes dans l'amphithéâtre, mais je les cherche. Si voilà, bonjour Eric et Louise. Nous travaillons effectivement, et nous allons être en capacité de pouvoir ouvrir, alors non pas une fenêtre, parce que vous savez que nos carcans administratifs de schéma régional de santé empêchent toujours les choses nouvelles et innovantes de se faire. Du coup, nous allons ouvrir un besoin exceptionnel pour que les promoteurs potentiels, et je sais qu'il y en a aussi dans la salle, puissent candidater et qu'on puisse faire en sorte que cet établissement voit le jour. Ça ne va pas de soi, comme toujours, puisque une fois que tout le monde a dit qu'il était d'accord sur l'idée, après vous avez plein d'opposants, y compris des représentants des professionnels eux-mêmes, pour vous expliquer en long et en large que c'est peut-être pas la bonne solution.
Moi, j'ai coutume de dire, c'est certainement pas la bonne solution, mais il n'en reste pas moins que comme aujourd'hui nos professionnels n'ont pas de lieu pour se faire soigner, on est obligé d'en passer par là. Voilà, peut-être que nous évoluerons dans le temps, je l'espère, mais je pense qu'il faut qu'on le fasse. Donc nous ouvrirons, sous votre couvert, Eric et Louise, cette fenêtre exceptionnelle dans les mois qui viennent. Et donc, c'est un appel à tous les promoteurs potentiels qui sont dans la salle et ailleurs, qui devront se positionner, sachant que nous envisageons un établissement spécialisé en termes d'hospitalisation complète, mais aussi en termes d'hospitalisation de jour. Et que bien entendu, cet établissement n'aura pas vocation qu'à accueillir des professionnels de la région Île-de-France, même s'ils sont extrêmement nombreux, mais aussi de l'ensemble de la France, puisque vous savez qu'il y a des réticences à se faire soigner sur son lieu d'exercice, ou en tous les cas à proximité de son lieu d'exercice. Nous travaillons beaucoup par ailleurs avec l'ARACT, dans le secteur médico-social, avec un certain nombre de clusters que nous finançons. Nous accompagnons tout ce qui est aussi, et ça fait aussi partie de l'accompagnement des aides à la mobilité dans les opérations de restructuration, il y en a. Et il faut absolument que nos personnels, nous les gardions, même si l'établissement a vocation à changer, à se moderniser, et à peut-être changer ses activités, il n'en reste pas moins que pas très loin, et c'est vraiment le cas en Île-de-France, il y a généralement un établissement en manque de professionnels, on doit organiser cette mobilité. Nous réservons sur notre fonds d'intervention régional des crédits importants en millions d'euros pour accompagner nos professionnels. Voilà. Mais également, tout ce qu'on fait en termes de modernisation des structures sur la pierre, c'est-à-dire les investissements dans les murs de nos établissements de santé, ça contribue aussi aux conditions de travail. Je pense même que c'est l'élément primordial. Travailler dans un établissement complètement pourri, parce que c'est quand même encore des établissements que nous avons, hélas, et un cadre de travail modernisé, à condition, et je pense que ça aussi c'est important, que le nouveau cadre ait été pensé, réfléchi, avec les professionnels qui vont travailler dans le futur cadre, et pas uniquement par l'architecte qui a généralement toujours une super bonne idée, mais finalement qui ne correspond absolument pas aux règles de l'art de pratiquer les soins. Je suis trop long, c'est ça Non, parce que vous parlez un petit peu, mais c'est pas grave, parce que c'est intéressant malgré tout, parce qu'il y a des actions. Dans le cahier des charges que vous allez faire pour la fameuse clinique là, qui va s'ouvrir, est-ce que vous pouvez rajouter la maison du soignant sur le toit? Vous savez, au 4e étage de la clinique, plate, là, on fait la maison du soignant, où tous les soignants pourraient venir se rendre et rencontrer, des psychologues, peut-être des avocats, peut-être des notaires, peut-être des gens pour les aider administrativement, au-delà du soin, à être pris en charge dans un même lieu, au même moment, pour tout, et ça serait un endroit où des gens perdus viendraient discuter, un lieu de rencontre figé. Il y a la maison des aidants, il y a la maison des adolescents, il y a la maison on n'a pas la maison des soignants. Donc si vous construisez un truc neuf, mettez-le dans le cahier des charges. Ça nous coûtera moins cher, surtout à moi, parce qu'on a cherché à l'avoir à Paris, ça coûte très cher. Donc si on peut un peu l'externaliser, moi ça ne me gêne pas, du moment qu'on en a une, voilà, c'était simplement pour le rajouter dans le cahier des charges. J'entends ce que vous dites, cher docteur. Donc le cahier des charges, il est en train d'être élaboré, sachant que pour celles et ceux qui me connaissent, je ne suis pas un fanat du cahier des charges qui va décrire de A jusqu'à Z tout ce qu'on doit trouver dedans. Parce que moi je pense qu'au contraire, il faut laisser un peu de souplesse, et que c'est les promoteurs qui vont s'adresser à nous, qui vont innover. Voilà, ça m'étonnerait que l'innovation vienne que de l'agence, je suis même persuadé du contraire. Donc je suis pour un cahier des charges souple, libre, et si les promoteurs souhaitent faire une maison des soignants, bien entendu, pourquoi pas. Mais encore une fois, je pense qu'il faut que le projet vraiment parte des professionnels eux-mêmes. C'est ça le meilleur des projets, plutôt que le cahier des charges prédéfini. Vous le voyez bien sur les communautés professionnelles territoriales de santé, ça doit être là aussi partir des professionnels, partir du terrain. Il n'y a pas une CPTS qui va ressembler à l'autre, parce que les femmes et les hommes que nous sommes toutes et tous, on exerce notre art de temps en temps de manière un peu différente, sur des territoires qui ont des particularités différentes. Donc évitons le cahier des charges. Je l'ai même dit ce matin dans le cadre du pacte sur les urgences, le cahier des charges national disant comment on va mieux fluidifier les flux. Je pense qu'il faut le territorialiser au plus près. C'est même pas au niveau de la région, c'est vraiment au plus près des territoires de vie et des territoires d'exercice professionnel que ça se passe. On l'a déjà dit 2 fois ce matin, une fois pour les aidants et la deuxième fois pour mettre dans chaque CPTS soigner les soignants. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, et vraiment remercier l'association, est-ce que finalement, et aussi les journées que vous organisez, ce colloque que vous organisez de manière annuelle, pour là maintenant
Combien de fois? 5e, merci Catherine. Les JAD, 5 JAD en Ile-de-France, elles sont financées à la fois par l'ARS, à la fois par le Conseil régional d'Île-de-France, et nous qui amenons la 3e, chacun amené un tiers. Je crois que c'est une manière de faire savoir aussi que vraiment on prend soin de nos professionnels de santé, on discute beaucoup via les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Je pense que c'est important. On vient de vivre, et j'en terminerai par là, et je répondrai bien sûr à toutes les questions, mais une grave crise, ça n'aura échappé à personne, sur nos internes de médecine générale en région Île-de-France. Je ne vais pas revenir sur les causes, etc. Mais ça a révélé une chose, c'est que notre système, il est extrêmement fragile. Nos internes, à juste titre, sont encore en formation, mais on sait tous, sans se cacher derrière son petit doigt, que le nombre de pédiatres pour faire tourner nos 35 services d'urgence pédiatrique, il est insuffisant. Et que forcément, on voit bien que nos internes sont amenés à faire le docteur tout court, alors qu'ils sont encore en formation. Et ça, on doit être extrêmement vigilant là-dessus, parce que si la formation de nos jeunes et l'encadrement de nos jeunes n'est pas bon, ils se désintéresseront de nos métiers. Ils n'iront pas dans les services où pourtant il y a une forte demande. Ça, c'est ce qu'on doit travailler avec l'ensemble des chefs de service. Il est vain de croire que l'exercice de la médecine, y compris à l'hôpital, et y compris de l'internat, c'est le même qu'il y a 30 ans. Non. Et ça, effectivement, il y a 30 ans, les internes étaient peut-être corvéables à merci. Aujourd'hui, c'est terminé. Et ça ne reviendra pas. Et je pense que c'est une donnée à prendre en compte. Sinon, on se plante et nos jeunes iront faire autre chose. Voilà. Après, effectivement, nous avons eu quelques soucis sur le calcul et la répartition de nos internes. Là aussi, je pense qu'il y a un peu de travail à remettre d'équerre sur ces choses-là. Mais vraiment, j'insiste, nous devons donner envie à nos jeunes. Vous savez que Parcoursup permet quand même dorénavant, à la fin du numerus clausus, il y a tout un tas de mesures qui sont faites pour que les jeunes rentrent dans le métier de la santé. Nous devons valoriser les métiers de la santé. Et pour moi, ceux qui savent les mieux les valoriser, c'est quand même les professionnels en exercice. Mais si ces professionnels en exercice sont déjà eux-mêmes en souffrance, en burn-out pour un certain nombre d'entre eux, parce qu'ils ont une charge de travail incommensurable auquel ils ne savent plus faire face, on ne va pas vanter nos métiers de la santé et on rentre dans une spirale infernale. C'est pour ça qu'on doit vraiment, toutes nos décisions, c'est la dynamique RH qui doit nous guider, sinon on se plantera. Merci, Monsieur Jaffre. Le partenariat